Précédemment, dans les chroniques de l'USS Enterprise, le Hornet et l'Enterprise ont affronté 4 porte-avions nippons lors d'une terrible bataille près des îles Santa Cruz. Le Hornet a été coulé. Les bombes et les torpilles japonaises ont fini par avoir raison du navire qui s'est vaillamment défendu. L'Enterprise est l'unique porte-avions de la flotte américaine encore opérationnelle dans le Pacifique. L'USS Enterprise, surnommée Big E, une véritable citadelle flottante. Il fut le navire de combat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet immense champ de bataille à 360 degrés, la menace pouvait venir de la mer, du ciel et des profondeurs. Ces ennemis pouvaient surgir à tout moment et de toutes parts. Quand le danger rôde partout, impossible de lui échapper. Voici les chroniques de l'USS Enterprise. Aujourd'hui, victoire à Guadalcanal. Vendredi 13 novembre 1942, 1h48 du matin. Le croiseur USS Atlanta patrouille au large de l'île de Guadalcanal au sud du Pacifique. L'USS Enterprise est en réparation depuis 2 semaines et les autres porte-avions de la flotte ont été coulés. L'Atlanta peut déjà s'enorgueillir d'avoir abattu plusieurs avions nippons durant la campagne. Mais cette nuit, il traque les destroyers, cuirassés et autres croiseurs de la flotte impériale, épaulés par 12 autres bâtiments de guerre américains. 2 forces navales considérables sont sur le point de s'affronter. Mais l'Atlanta ignore qu'il est d'ores et déjà pris en étau par les forces adverses. À moins de 3 km, le cuirassé Hiei et le destroyer Akatsuki s'apprêtent à lui tendre une embuscade. Les 2 navires japonais braquent leurs projecteurs sur l'Atlanta et ouvrent le feu à bout portant. Les navires américains répliquent immédiatement. La bataille est lancée. Ils ont eu à peine le temps de se rendre compte qu'ils allaient droit sur les Japonais. Tout à coup, les 2 flottes se faisaient face et se tiraient dessus. Collés les uns aux autres, ces navires du XXe siècle s'affrontent comme à l'époque de la marine à voile. Mais leurs canons sont autrement plus puissants. Les obus sifflent au-dessus de l'eau. Partout, des explosions retentissent, ponctuées par le bruit du métal qui se déchire. Le croiseur Atlanta a du répondant. Entré en service en 1941, le navire mesure 165 mètres de long et emporte à son bord 16 canons de 127 mm, 4 batteries de 28 et 8 tubes de torpilles de 533 mm. Les canons de la proue pilonnent 2 destroyers nippons, tandis que ceux de la poupe tirent sur les projecteurs du Akatsuki pour tenter de les éteindre. L'adversaire prend pour cible principale le navire américain. À bâbord, une salve de torpilles nippones met son moteur avant hors service. À tribord, c'est la confusion. Dans la pénombre, un croiseur américain, pourtant censé le protéger, lui tire dessus à coups d'obus de 480 mm. Plusieurs dizaines de matelots périssent. L'Atlanta est pris entre 2 feux. Au lever du soleil, la situation de la flotte américaine est plus que préoccupante. Ce vendredi 13 commence à ressembler au carnage de Santa Cruz. 2 semaines et demie plus tôt, le 26 octobre 1942, l'Enterprise est gravement endommagée au large des îles Santa Cruz. Une bombe a perforé son pont et fissuré sa coque. Le navire a perdu beaucoup d'hommes et des tonnes de carburant. Mais par miracle, il est toujours à flot. 4 jours plus tard, il est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour y être réparé. Les hommes travaillent nuit et jour pour le remettre en état au plus vite. L'Enterprise est plus qu'essentiel. C'est le dernier porte-avions américain en service.
le seul capable de vaincre la flotte impériale. Il doit retourner au combat. Ils savaient que la marine et tout le pays comptaient sur l'Enterprise. C'était notre dernier porte-avions, alors ils devaient reprendre le combat et écraser la flotte japonaise. On venait tout juste de perdre le Hornet à Santa Cruz. On était le dernier porte-avions valide de la flotte. Je me souviens encore de mes camarades sur le pont en train de brandir des pancartes qui disaient « L'Enterprise contre le Japon ». Le fleuron de la flotte américaine est en piteux état, alors que l'ennemi est impatient de combattre. Son objectif reste Guadalcanal, une petite île de l'archipel des îles Salomon. Au sol, les troupes se livrent une guerre d'usure impitoyable. Chacun veut écraser l'ennemi. Les Marines américains contrôlent la base aérienne de Henderson Field, qu'ils ont ravie aux Japonais 3 mois plus tôt. Mais ils sont dans une situation désespérée. Les Japonais avaient l'initiative à ce moment-là. Ils avaient coulé le Hornet, lourdement endommagé l'Enterprise et avaient encore une flotte suffisamment importante pour tenter de reprendre Guadalcanal. Notre seule solution était de renforcer notre présence militaire sur place. Pendant qu'on répare l'Enterprise, l'amiral japonais Yamamoto, le bourreau de Pearl Harbor, a concocté un plan pour se débarrasser une fois pour toutes de la flotte américaine qui protège Guadalcanal. 11 navires de transport de troupes vont emprunter le canal surnommé The Slot, le créneau, qui traverse les îles Salomon. Leur mission, déposer près de 13 000 soldats japonais sur Guadalcanal. Ils seront couverts par 5 cuirassés, 10 croiseurs et 11 destroyers. Tous sont équipés d'obus antipersonnels à fragmentation, capables d'infliger les pires blessures aux soldats adverses. Ces navires devront attaquer la flotte nippone. Mais bombarder la base aérienne et les positions américaines sur Guadalcanal fait également partie de leur mission. Les Japonais avaient décidé de frapper un dernier grand coup. Ils comptaient anéantir nos bataillons de Marines stationnés sur la base afin de reprendre possession de Guadalcanal. L'enjeu était capital, c'était le point culminant de la bataille. Une flotte japonaise surarmée s'apprête à frapper. Quant à l'Enterprise, il est encore à l'écart, malgré les efforts constants de son équipage pour le remettre à flot. Le vendredi 13 novembre 1942, les forces japonaises ont atteint Guadalcanal. Le croiseur Atlanta se prépare à livrer son combat le plus difficile. Le premier navire de guerre japonais se met en position dans le bras de mer de Sea Lark pour bombarder Henderson Field. Cet endroit sera très vite surnommé Iron Bottom Sound, le fond de ferraille, allusion aux nombreux navires coulés qui reposent en son fond. Dans la pénombre de l'aube, au large de Guadalcanal, les navires japonais se retrouvent nez à nez avec les canons de l'Atlanta et de la flotte navale. Le croiseur américain est pris entre deux feux. Des gerbes de lumière éclairent la nuit alors que les obus et les balles traçantes lacèrent le ciel. Les deux camps se rendent coup pour coup. Le vacarme des mitrailleuses et des canons résonne partout dans le détroit de Guadalcanal. Sous le feu nourri de 6 navires américains, le destroyer japonais Akatsuki finit par exploser. Le destroyer USS Lafay parvient à longer le flanc du cuirassé Iei et l'éventre à coups d'obus de 127 mm et de tirs de mitrailleuse. Depuis la base, les Marines américains assistent à cette lutte sans merci. Le combat va faire rage pendant plusieurs heures. Un des officiers de marine qui a survécu à la bataille l'a décrite comme une castagne de bar dans le noir. L'image reflète bien la réalité des choses. Le jour se lève sur un spectacle de fin des temps. Les eaux de Guadalcanal sont envahies de carburant, jonchées de débris de navires et de cadavres. Des centaines de marins et 2 amiraux américains ont perdu la vie dans la bataille, l'une des plus meurtrières de toute la campagne du Pacifique. Toute la matinée, un remorqueur de l'armée patrouille et récupère les survivants américains. Les survivants japonais sont exécutés.
Le croiseur USS Juno est un des navires les plus touchés. À son bord, les 5 frères Sullivan ont péri. Leur famille à Waterloo, dans l'Iowa, n'a plus de fils. Quand les 5 frères Sullivan sont morts à bord de Juno, la marine a mis en place la directive de l'unique survivant. En fait, quand il ne restait qu'un seul représentant d'une même famille, il était réaffecté à un poste non exposé. La marine ne voulait plus devoir annoncer aux familles que tous leurs descendants masculins avaient disparu. Quand le dernier fils d'une famille survivait, il était alors écarté des postes à risque. Durant cette matinée interminable du 13 novembre, la marine américaine vit les heures les plus sombres de son histoire. Le bilan est lourd. Les croiseurs Atlanta et Juno, le Lafay, ainsi que 4 destroyers ont été coulés. 4 autres navires ont subi des dommages importants et plus de 1400 hommes ont péri. Le tribut à payer pour garder le contrôle de Guadalcanal a une fois de plus été particulièrement lourd. Mais tout espoir n'est pas perdu pour les Américains. Le 13 novembre, à 7 h du matin, l'USS Enterprise quitte déjà la rade de Nouméa. À peine 2 semaines après son arrivée, il est déjà réparé. Les Japonais resteront incrédules face au retour du redoutable navire. Le Hornet, ils savaient qu'ils l'avaient eu. Mais ils pensaient aussi avoir mis l'Enterprise hors service. Voilà une bataille que les hommes de l'Enterprise ne manqueraient pour rien au monde. Personne ne pourra leur barrer la route. L'équipage de l'Enterprise entendait adresser ce message aux Japonais. Nous nous battrons jusqu'au dernier, quel que soit le prix à payer. Nous allions perdre des amis, des frères d'armes, mais c'était la guerre après tout. Et dans ce genre de situation, on finit toujours par en faire une affaire personnelle. La cible, la flotte de navires de guerre et de transport de troupes japonais. La mission, les empêcher d'envoyer des renforts pour prendre Guadalcanal. Et la stratégie se résume en un seul mot, l'attaque. Le seul rempart entre Guadalcanal et les forces japonaises se compose de l'Enterprise et son groupe naval décimé, suivi d'une flotte disparate de cuirassés, croiseurs et autres destroyers. 2 cuirassés rapides, le Washington et le South Dakota, naviguent à côté du porte-avions. Devant lui, en demi-cercle, se trouvent les destroyers. L'amiral Halsey prévoit de les poster à 320 km au sud-ouest. Bull Halsey, le taureau, dirige les opérations depuis la base de Nouméa. Mais à bord de l'Enterprise, c'est l'amiral Thomas Kinkaid qui a le commandement. L'amiral Kinkaid souhaitait préserver l'Enterprise coûte que coûte. Alors il a posté son navire à plus de 320 km au sud-ouest de Guadalcanal. De cette manière, ses avions pourraient répondre à toute intrusion japonaise par le bras de mer de Slot et également protéger Henderson Field. Ce qui restait l'objectif initial de toute opération. Il n'y a qu'un seul problème. Le pont élévateur avant du porte-avions a été détruit lors de la bataille de Santa Cruz et n'a pu être réparé à temps en Nouvelle-Calédonie. Or, ce pont élévateur est un élément essentiel du processus de décollage et d'appontage des avions. L'Enterprise compte 3 ponts élévateurs, un à l'avant, un au milieu et un à l'arrière. Chacun mesure 14,50 m sur 13,50 m et peut soulever jusqu'à 8 tonnes. On monte d'abord les avions sur le pont par l'élévateur à la poupe. Ils décollent et partent en mission. À leur retour, ils atterrissent par l'arrière du pont et finissent leur course vers la proue. L'élévateur situé à l'avant sert à les redescendre au hangar pour leur maintenance. Si ce dernier est hors service, c'est tout le système de rotation des appareils qui est paralysé. Les avions peuvent donc décoller du pont de l'Enterprise, mais ils ne peuvent plus apponter. C'est pourquoi l'amiral Halsey a prévu de faire atterrir certains de ces appareils sur la piste de Henderson Field. Elle fera office de base temporaire pendant la bataille. Les Marines en faction y assureront leur maintenance. Le 13 novembre 1942, à 8 h 22 du matin, les premiers avions sont déjà sur le pont. 9 Avengers et 6 Wildcats se préparent à décoller. Ils doivent rejoindre la base de Henderson Field et attaquer tout bâtiment ennemi qu'ils pourraient rencontrer.
Cette mission est dangereuse. Les Japonais assaillent l'île. Les pilotes n'ont aucune garantie que la base sera encore américaine quand ils atterriront. Peu après 11 heures, les bombardiers torpilleurs de l'Enterprise débusquent leur cible. Le lieutenant Hal Coffin dirige l'escadron de bombardiers Avenger. Il mène ses hommes vers Guadalcanal quand soudain, il repère le cuirassé IAI. Malgré les assauts répétés du destroyer Lafay la nuit précédente, le navire japonais et ses canons de 355 mm a mis le cap sur la base américaine. Le cuirassé IAI appartient à la classe Congo. Il déplace 36 000 tonnes et embarque un équipage de 1300 hommes. En plus de sa batterie de 8 canons de 355 mm, il possède aussi 16 canons antiaériens de 152 mm, 8 canons de 127 et 118 mitrailleuses. C'est un adversaire de poids pour tout navire de guerre. Coffin et ses hommes prennent de l'altitude pour se dissimuler dans les nuages. Leur tactique est simple. L'escadron va former deux groupes et attaquer en même temps le puissant cuirassé. L'un par bâbord, l'autre par tribord. Le but de la manœuvre, prendre le cuirassé en étau. À bord du IAI, on ne se doute pas qu'une attaque s'apprête à avoir lieu. 3 km devant le navire, Coffin et ses hommes surgissent des nuages et fondent sans attendre vers leur objectif. Les canons antiaériens à longue portée du IAI ouvrent le feu. À 800 mètres de là, les avions de l'Enterprise volent à peine à 45 mètres au-dessus de l'eau quand ils larguent leurs torpilles. Coffin mène le groupe de 4 avions qui attaquent par bâbord. Le IAI envoie une bordée de tirs, mais les obus de 355 mm ratent leur cible. Les Avengers redressent leur trajectoire et font route vers Henderson Field. 3 torpilles frappent le cuirassé japonais de plein fouet. Le navire ralentit et finit par virer brutalement à tribord. Son gouvernail est détruit, il est impuissant. 3 des 8 torpilles que les avions ont lancées ont touché au but. C'est rare. C'était un exploit pour l'époque, car nos avions torpilleurs étaient très lents. Pour être efficace en combat aérien, il faut évidemment des armes performantes, mais surtout un pilote très doué. À l'époque, la technologie était loin d'être satisfaisante, alors les pilotes avaient un rôle bien plus décisif qu'aujourd'hui dans la réussite d'une mission. Deux heures après la première attaque, un autre escadron achève le IAI. L'équipage japonais finira par s'aborder son navire. C'est le premier cuirassé japonais coulé par la flotte aérienne du Big E depuis le début de la guerre. Je crois que c'était le tout premier cuirassé ennemi à tomber et à porter au crédit des pilotes de l'Enterprise. Chaque navire coulé, chaque avion abattu dans le camp de l'ennemi était vécu comme une victoire. Depuis des siècles, les océans sont le théâtre de batailles navales. Ça a commencé avec des bateaux en bois. Quand un navire est coulé, c'est une grosse menace en moins. Prendre une vie n'est jamais anodin, mais éliminer un bateau de guerre qui transporte 1000 ou 5000 hommes, c'est considérable. Les dégâts infligés sont beaucoup plus importants et ça réduit d'autant la capacité de l'ennemi à répliquer. Et puis ça signifie également que vous êtes allé au casse-pipe et que vous en revenez entier. À la fin de la journée, les 15 avions qui ont décollé de l'Enterprise et réussi leur mission atterrissent enfin sur Henderson Field. Mais la bataille pour Guadalcanal est loin d'être finie. Les navires de transport de troupes et leur escorte de destroyers sont toujours dans les parages.
14 novembre 1942. Deuxième jour de combat. Il est 14 heures. Sous le pont de l'Enterprise, les mécaniciens s'affairent autour des avions qui s'apprêtent à repartir. Le hangar est l'un des centres névralgiques du porte-avions. C'est là que les avions sont préparés pour le combat. Des centaines de marins sont affectés à leur maintenance et à leur entretien. On répare, on soude et on y entrepose l'arsenal du navire tel que les bombes, les torpilles, les obus et les munitions. Il n'y a pas une minute à perdre. Les bombardiers en piqué Dauntless doivent décoller pour attaquer les navires de transport japonais et les troupes de soldats à leur bord. Tous les convois de troupes japonaises passent par ce bras de mer. La marine américaine l'a surnommé la voie Tokyo Express. Pour le régiment de Marines de Guadalcanal, ces troupes sont une menace. Plus tôt dans l'après-midi, un escadron de l'Enterprise a déjà frappé le convoi, endommageant plusieurs navires. Mais il y en a 7 au total, et ils sont toujours en route pour accoster sur l'île. S'ils y parviennent, les Marines de Henderson Field feront face à 8000 soldats supplémentaires. Leurs destroyers et d'autres bateaux plus petits tentaient d'accoster pour débarquer les hommes sur Guadalcanal. On faisait tout pour barrer la route à ces renforts de troupes japonais. Jack Glass est un jeune mitrailleur et radio récemment promu. Il a déjà survécu aux batailles des îles Salomon et de Santa Cruz. Mais c'est la première fois qu'il part en mission aérienne. J'en avais assez de rester sur le pont. Le meilleur moyen d'en partir, c'était de faire partie d'une escadrille. Bruce McGraw, le pilote texan, est un autre survivant de Santa Cruz. Le commandant Coleman est arrivé dans la salle de briefing et nous a dit « Messieurs, vous devez à tout prix me couler ces bateaux. Si ces 11 navires atteignent l'île, nos gars ne parviendront jamais à les repousser et nous perdrons Henderson Field. Ce serait le pire massacre que l'armée américaine ait jamais connu. » À part ça, c'était une mission de routine. On décollait, on traquait les navires et si on les trouvait, on essayait de les couler. La force de frappe aérienne qui doit décoller réunit 8 Douglas, des escadrons de reconnaissance et d'attaque, ainsi que les Wildcats du 10e escadron. Jimmy Flatley, le chef d'escadrille, mène les opérations. Nous formions un groupe soudé comme si cet escadron existait depuis toujours. Nous avions la chance de partir en mission avec Jimmy Flatley, le commandant du 10e escadron. Avec son groupe de 12 Wildcats, il avait déjà été confronté à ces situations de combat. Flatley est une légende de l'aéronaval. Il est considéré comme un héros à bord de l'Enterprise. Fin tacticien et pilote surdoué, il a surnommé les hommes de son escadron les Grim Reapers, les semeurs de mort. À 320 km de là, les transports de troupes japonais et leur escorte se rapprochent de Guadalcanal. Une attaque combinée des avions de l'Enterprise a déjà porté un coup sérieux au convoi de navires. C'est au tour de Jimmy Flatley et des Grim Reapers d'asséner le coup suivant. La fumée qui s'élève en volute au-dessus des navires touchés les rend aisément repérables. « 5 km au-dessus de la mer, l'escadron de Flatley se dirige vers l'endroit où les navires ont été aperçus pour la dernière fois. Nous avions mis nos masques à oxygène. Nos armes étaient chargées et armées. Nous étions prêts. On embarquait des bombes de 450 kg et on filait vers ces navires. À 16h15, Jimmy Flatley et son escadron survolent enfin la flotte ennemie. À 5500 mètres d'altitude, Flatley peut aisément distinguer les 7 navires. Le chef d'escadron annonce d'emblée sa stratégie d'attaque. Il attribue à chaque pilote un des 7 navires. Chaque appareil aura une seule et unique chance de larguer sa bombe destructrice ou le malheur d'être abattu par l'un des vaisseaux de guerre de l'escorte. Tout doit être parfaitement synchronisé. Sous l'escadrille de bombardiers américains, les 7 navires japonais avancent sur 2 lignes parallèles. Mais leur armement léger et leur vitesse limitée ne fait pas le poids face aux avions américains. À leur bord, les soldats japonais sont comme pris au piège. Soudain,
les avions de guerre de l'Enterprise quittent les nuages et passent à l'attaque. À 5500 mètres, Bruce McGraw et 4 autres pilotes se placent au-dessus de la rangée de bateaux de droite. Et les 3 autres Douglas prennent celle de gauche. Jack Glass est assis à l'arrière derrière sa mitrailleuse. Le pilote prévoyait toujours son piquet de façon à parcourir le navire de la poupe à la proue ou inversement. C'était la meilleure chance de taper dans le mille. Bien sûr, c'était des cibles en mouvement, ils pouvaient virer de bord. Mais ces navires de transport étaient très lents, alors c'était plutôt facile pour nos avions. 5 chasseurs Zéro surgissent à toute allure, foncent vers les bombardiers et ouvrent le feu. Les artilleurs postés à l'arrière des Douglas répliquent immédiatement et abattent 3 avions ennemis à coups de mitrailleuse. Les avions américains peuvent entamer leur piquet vers la flotte japonaise. Leur tir de barrage n'était vraiment pas très efficace. Si on parvenait à éviter les navires d'escorte beaucoup mieux armés, le reste de la mission devenait bien plus facile. On n'avait qu'à larguer nos bombes. Il en suffisait d'une ou deux pour les stopper. Les tirs de barrage des navires de transport et des destroyers qui les escortent sont insuffisants pour arrêter les hommes de l'Enterprise. À 4800 mètres, les Douglas essuient les tirs japonais, mais continuent à attaquer. Heureusement, nous étions nombreux et séparés en plusieurs groupes, ce qui réduisait les risques. Alors que j'entamais mon piquet, je me suis soudain aperçu que quelque chose n'allait pas. McGraw a pris pour cible un des navires du côté droit quand il se rend compte qu'il a un problème. Plus d'aérofrein. Pour un bombardier en piqué, il s'agit là d'une avarie plutôt préoccupante. Vous êtes presque à la verticale à plus de 460 à l'heure, et là, plus d'aérofrein. Votre vitesse est alors beaucoup plus élevée que prévu. Il vous reste 2 solutions. Soit vous choisissez la sécurité, et vous mettez toutes les chances de votre côté pour redresser l'appareil à une altitude confortable, soit vous privilégiez l'attaque. Dans ce cas-là, vous arrivez en fin de piqué à une vitesse très élevée et vous devez donc redresser très près de l'eau. Vous encaissez alors beaucoup plus de jets. Alors que son avion pique vers la mer à une vitesse folle, McGraw encaisse des jets négatifs. À tout instant, le sang risque d'engorger son cerveau et de le rendre aveugle. De plus, il plonge à plus de 70 degrés et sa bombe risque de heurter son hélice. C'eût été la fin du vol. McGraw n'a plus que quelques secondes pour décider s'il poursuit son piquet ou s'il interrompt sa manœuvre. La moindre hésitation peut être fatale. Le pilote texan prend sa décision et tente de couler le bateau. Je me suis dit, voyons ce que cet appareil a dans le ventre. Et j'ai réalisé un piquet à bord d'un Douglas sans aérofrein. Je crois que j'ai parcouru presque 5000 mètres à vitesse maximale. Je n'avais jamais été aussi vite avec un avion. J'entends encore le vacarme du vent qui sifflait autour du cockpit. J'avais l'impression qu'il allait l'arracher. Je n'oublierai jamais ce bruit. Même si le pilote parvient à larguer sa bombe, il n'est pas sûr de pouvoir redresser sa trajectoire et d'échapper au crash. McGraw descend à 450 km à l'heure. D'ici peu, l'objectif sera à portée de tir. J'avais tellement répété l'exercice. C'était devenu instinctif. Au bon moment, j'ai ouvert la soute. À 1000 mètres d'altitude, McGraw lâche sa bombe de 450 kg à la verticale du bateau. Il redresse immédiatement son avion pour éviter de s'écraser sur sa cible. Au dernier moment, il parvient à redresser. Sa bombe, elle, finit sa course sur le navire japonais dans une explosion ravageuse. Elle percute le centre du bateau,
la coque a littéralement explosé et la déflagration a fait énormément de victimes parmi l'équipage. Le navire finit par s'arrêter. Il n'ira pas plus loin. McGraw, lui, parvient à redresser et à quitter la zone. Travailler avec des instruments de combat limités, cela nécessite un gros effort d'adaptation. Pour atteindre son but, ce pilote a sûrement poussé son avion bien plus loin que s'il avait été en parfait état de marche. Il est incroyable qu'il y soit parvenu. McGraw n'en a pas fini. Alors qu'il dépasse un destroyer à basse altitude, son mitrailleur en profite pour lui envoyer une rafale de calibre 30. Sa mission terminée, il peut rejoindre la piste de Henderson Field. 1,5 km plus au nord, Flatley et ses hommes font feu à la mitrailleuse sur les autres navires. À près de 500 km/h, les pilotes intrépides harcèlent littéralement leur cible. Ils décrochent finalement pour rejoindre Guadalcanal. Ils laissent derrière eux 2 navires totalement détruits, mais 5 autres ont tenu bon et poursuivent leur route. Une demi-heure plus tard, une nouvelle vague de bombardiers américains décolle de Henderson Field pour attaquer les transports de troupes. Ce sera un véritable bain de sang. Les avions parviennent à endommager lourdement plusieurs navires, mais ils en payent le prix. Les canons antiaériens des destroyers et les balles de 7,7 mm des Zéros font de nombreuses victimes. Un des officiers à la tête d'un groupe de bombardiers est parti de la base sans la moindre escorte. À leur arrivée, un escadron de Zéro les a massacrés. Parmi les aviateurs tués lors des raids aériens ce jour-là, il y a Warren Welch, le coéquipier de McGraw lors de la bataille de Santa Cruz. Ensemble, ils avaient été les premiers à repérer et attaquer un navire japonais lors de cette bataille. Aujourd'hui, Welch est l'une des victimes. Mon bon copain Warren Welch y a trouvé la mort. Quelques instants après qu'il ait largué sa bombe et détruit un navire de transport de troupes, un Zéro l'a abattu. C'était 3 semaines après notre tout premier combat. Au total, 7 pilotes américains perdent la vie lors des combats du 14 novembre 1942. Mais le bilan reste positif car ils sont parvenus à ralentir les transports de troupes et même à décimer une partie des effectifs. À la fin de l'après-midi, il ne restait plus que 4 navires en service sur les 11 de départ. Et un autre a dû rebrousser chemin avec quelques survivants à son bord. Les 6 derniers ont été coulés ou abandonnés. À la fin du 2e jour de combat, les pilotes des bombardiers et des chasseurs de l'Enterprise se posent sur Henderson Field. La base est toujours américaine, mais les forces japonaises la bombardent sans cesse. Atterrir sur la piste s'avère aussi dangereux que combattre dans le ciel. À notre descente de l'avion, on a entendu un obus arriver. Pas besoin de réfléchir 107 ans, on savait ce que c'était. On s'est jeté au sol. J'imagine que ça a dû complètement les surprendre. Au sol, le vacarme des obus ne ressemble pas du tout au sifflement qu'ils émettent dans le ciel. C'est complètement différent. McGraw essuie alors les moqueries des Marines, qui ne manquent pas de chambrer les pilotes de l'aéronaval à chaque fois qu'ils le peuvent. Après avoir évité plusieurs obus, McGraw parvient à se mettre à l'abri en compagnie du chef de la base. Les bombardements ne semblent pas perturber le général Alexander Vandergrift, une légende du corps des Marines. Il observe les événements depuis un poste de vigie. Je me suis avancé et je lui ai demandé si je pouvais me joindre à lui. Il m'a invité à monter. Alors que je grimpais à l'échelle, je me suis dit, à partir de maintenant, plus question qu'un marine se moque de ton comportement quand un obus tombe à proximité. McGraw et le général assistent au redoutable pilonnage des tirs d'artillerie et de mortiers japonais.
Il m'a dit, j'ai perdu la moitié de mes gars. Beaucoup ont attrapé le paludisme ou d'autres maladies. Entre les blessés et les malades, mon infirmerie est bondée. Je ne sais pas comment on arrive à tenir notre position dans ces conditions. Bizarrement, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. J'avais coulé un des navires de transport de troupes et je savais qu'au moins ces soldats-là n'arriveraient jamais sur l'île. Mais le sentiment de satisfaction ne dure pas. McGraw et les autres pilotes de l'Enterprise vont vivre leur première nuit sur Guadalcanal. Le crépuscule est tombé. Un marine m'a emmené avec lui pour me montrer où j'allais passer la nuit. Il y avait des tentes plantées un peu partout de chaque côté d'un sentier qui s'enfonçait dans la jungle. On a dépassé la première tente et à la deuxième il m'a dit « Voilà tes quartiers ». Le Marine donne à McGraw les instructions pour rester en vie quand on dort sur un champ de bataille. Il ne doit en aucun cas allumer sa torche ou gratter une allumette sous peine de déclencher un tir de mortier ennemi. Ses seules armes, un couteau et son Colt 45. Il m'a dit également, si quelqu'un entre dans la nuit, tu tires. On verra demain matin si t'as bien fait. McGraw et ses compagnons vont très peu dormir cette nuit-là. À quelques kilomètres, les navires de guerre japonais encore à flot se mettent en position. Ils doivent bombarder Henderson Field pour couvrir l'arrivée des navires de transport encore opérationnels. Le vice-amiral Nobuke Kondo dirige l'offensive nippone. Né à Osaka en 1886, c'est un vétéran de la marine impériale et un tacticien rusé. Il est lui-même à la tête de la flotte qui traverse le fond de ferraille. L'amiral Bull Halsey a dépêché sur place les deux chiens de garde de l'Enterprise, le South Dakota et le Washington. Ils ont pour mission de détruire tout navire ennemi qui menacerait Henderson Field. Le vice-amiral Willis Lee dirige les deux navires. Né dans le Kentucky, Lee est un ancien tireur d'élite. C'est un chef strict et sérieux, fort de ses 38 ans de service. Il quitte l'Enterprise à bord de son vaisseau amiral, le Washington, et mène sa flottille vers le fond de ferraille à la recherche des navires japonais. En pleine nuit, une force navale importante se dirige vers l'île, avec à sa tête le cuirassé Kirishima. L'objectif, noyer la base américaine de Henderson Field sous un déluge d'obus meurtriers. Les Japonais l'ignorent encore, mais de leur côté, les cuirassés South Dakota et Washington ont quitté le groupe d'escorte de l'Enterprise et sont postés en travers de leur route. Depuis le pont du Washington, le vice-amiral Lee prévient le reste de la flotte américaine. J'arrive. L'USS Washington est un cuirassé de la classe North Carolina, sorti du chantier naval de Philadelphie. Long de 223 mètres, il déplace 35 000 tonnes. Il embarque 9 canons de 406 mm, 20 canons de 127 et plus d'une douzaine de batteries de canons antiaériens divers. Il est minuit et quart. Le radar du Washington repère les navires ennemis à l'est d'un petit îlot volcanique appelé île de Savo. Pendant ce temps, à 16 km de là, le cuirassé Kirishima et la flotte impériale progressent vers Guadalcanal. Mais l'USS Washington tient les navires dans sa ligne de mire. Ces énormes canons de 406 mm ouvrent le feu et prennent l'ennemi par surprise. Leur première victime encaisse une bordée de tirs dévastateurs de plein fouet. Le navire de guerre japonais est ravagé. Puis vient la réplique. Les deux navires de guerre s'engagent dans un échange de tirs vigoureux. En moins de 3 minutes, les canons du Washington vont tirer 42 coups sur l'ennemi. Puis, le navire américain se tourne vers le cuirassé Kirishima.
Un bruit de tonnerre retentit à chaque coup de canon de 406 et 355 mm. Les bordées de plomb pulvérisent le navire nippon. Cet affrontement a vu deux philosophies différentes s'opposer en matière d'armement. D'un côté, les Américains utilisaient des canons très puissants, de l'autre, les Japonais misaient sur un arsenal de torpilles très efficace. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su tirer profit de leur supériorité dans ce domaine. Sous les rangées de cocotiers de la base, les Marines et les pilotes de l'Enterprise assistent impuissants à ce combat de titans. Ça se passait à plus de 30 km de la plage, mais on aurait dit qu'on était au beau milieu de la bataille. D'où nous étions, on apercevait les éclairs qui accompagnaient chaque tir de canon des cuirassés, des croiseurs ou des plus petits bateaux. Et dans le même temps, les Japonais nous tiraient dessus. C'était un véritable enfer. Le Kirishima succombe. Sa coque et sa superstructure sont dévastées. L'incendie qui se propage sur son pont force l'équipage à abandonner le navire. L'USS Washington sera le seul cuirassé américain à couler un de ses homologues japonais durant la guerre. En compagnie du South Dakota, le cuirassé soumet les croiseurs et destroyers à un déluge de fer et de feu. « 242 Américains et 249 Japonais périssent. Le lendemain, le Kirishima est sabordé et part rejoindre le Hiei sous les flots. Le fond de ferraille est devenu un véritable cimetière militaire marin. La flotte impériale a été stoppée net. Les navires qui en ont réchappé ont pris la fuite vers le nord. Le vice-amiral Lee a remporté une grande victoire qui lui vaudra d'être décoré de la Croix de guerre de la Marine. Si le South Dakota a été sérieusement endommagé, le Washington est indemne. Le chien de garde le plus féroce de l'Enterprise a survécu à sa première grande bataille sans perdre le moindre membre d'équipage. Mais au petit matin, 4 navires de transport de troupes nippons s'approchent de l'île. Ils sont déterminés à atteindre les plages de Guadalcanal pour y débarquer leurs troupes. À la faveur de l'obscurité, les Japonais tentent de se faufiler vers la berge et espèrent débarquer leurs hommes sans se faire repérer. Ils devaient éviter à tout prix d'être repérés. En pleine nuit, c'était bien plus aisé car il est pratiquement impossible d'apercevoir le sillage d'un navire dans l'obscurité. En plein jour, quand un pilote détecte la ouache d'un bateau, il n'a qu'à la suivre et remonter jusqu'à sa cible. Les nuages et la pluie sont également très utiles aux Japonais. Cela leur permet de passer inaperçus. Ils sont pratiquement invisibles, pour le moment. Au lever du jour, le 15 novembre 1942. C'est le 3e jour de la bataille navale de Guadalcanal. Sur la base criblée d'impacts d'obus, Bruce McGraw et les pilotes de l'Enterprise décollent à nouveau. L'objectif ? Repérer les 4 derniers navires de transport de troupes nippons. Les avions décollent en file indienne et se mettent en chasse. Les prochaines heures de combat vont sceller le sort de l'île de Guadalcanal. Nous venions à peine de décoller. Au-dessus des arbres, on a aperçu les navires. Ils étaient juste là. À 1,5 km de là, les 4 bateaux sont en train de décharger leur ravitaillement et de débarquer leurs troupes. Les soldats et les marins japonais pensaient être tirés d'affaire. Ils se trompent lourdement.
Le ciel ensoleillé de Guadalcanal s'assombrit. Un essaim de bombardiers en piqué, de chasseurs Wildcats et de torpilleurs Avengers vient de surgir. Les Wildcats entreprennent de mitrailler les navires et la plage avec leurs canons de calibre 50. En bas, c'est la panique. Des dizaines de soldats ont sauté par-dessus bord avec tous leurs bardas et se sont noyés. En fait, l'eau était bien plus profonde qu'ils le pensaient. Le temps qu'on arrive, la mer était pleine de cadavres. 2300 mètres plus haut, Bruce McGraw et les autres bombardiers partent en piqué pour aller larguer leurs bombes de 450 kg sur les bâtiments ennemis. Les uns après les autres, les 4 navires et tout ce qu'ils contiennent d'hommes et de matériel partent en fumée sous les assauts répétés des avions américains. Plus haut, Al Coffin, le tombeur du cuirassé IAI, largue sa bombe de 230 kg juste au-dessus d'un des bâtiments. Il fait mouche. Les soldats japonais ne peuvent absolument rien faire. C'est un véritable massacre. En quelques heures, les navires sont détruits. Les centaines de soldats à leur bord et tout le matériel de ravitaillement qu'ils transportaient sont perdus. Leurs carcasses vont se consumer pendant 16 heures d'affilée. La mer charrie des centaines de corps sans vie tout autour des épaves fumantes. Mais c'est à ce prix que les Marines peuvent se maintenir sur l'île de Guadalcanal. On a répondu présent quand les Japonais ont lancé leur dernière tentative pour reprendre Guadalcanal. On a trouvé la dizaine de navires de transport qu'ils avaient envoyés vers l'île et on les a coulés avec les troupes qu'ils débarquaient. On avait coulé ou endommagé tellement de leurs bâtiments cette fois-là qu'à mon avis, on leur a fichu une trouille mémorable. Après plus de 3 mois de bombardements incessants, les troupes stationnées sur la base de Guadalcanal peuvent enfin souffler. Henderson Field reste sous le contrôle des Marines. Ils sont à nouveau parvenus à repousser l'ennemi. Les cruelles défaites des îles Salomon et de Santa Cruz hantent toujours la mémoire des hommes de l'Enterprise. Mais pour eux, cette victoire écrasante a rétabli l'équilibre. Quand on a appris que Guadalcanal était sécurisé, on était fous de joie. Ce fut vraiment une très longue bataille, particulièrement usante. On y avait perdu beaucoup d'hommes, c'était très dur. J'ai perdu pas mal d'amis. Sur l'île, les Marines remercient chaleureusement Bruce McGraw et les pilotes de bombardiers de l'Enterprise. Sans eux, ils étaient pour ainsi dire fichus. Ils nous ont offert des cadeaux. L'un d'eux m'a donné un drapeau japonais, à peu près grand comme ça. Il y avait des symboles inscrits dessus. Ce n'était pas un drapeau quelconque. Ce truc avait appartenu à quelqu'un. D'après ce que je sais, les proches des soldats écrivaient des petits messages sur ces drapeaux pour leur souhaiter bonne chance ou leur dire au revoir. Personne ne m'a jamais témoigné autant de gratitude et de gentillesse que ces Marines ce jour-là, sur ce bout de terre qu'on avait préservé. Pour la première fois, les pilotes du Big E découvraient l'horreur de la guerre sur la terre ferme. L'expérience va les marquer à jamais. La camaraderie et la gratitude que les Marines leur témoignent reflètent bien le lien qui unit les hommes à travers les combats. Voir ces types tenir leur poste dans la boue sous une pluie torrentielle, ça force le respect. Si quelqu'un dit du mal des Marines en ma présence, il aura affaire à moi. J'ai le plus profond respect pour le corps des Marines, ceux des États-Unis et pour l'esprit qu'il incarne. Et c'est pareil pour tous ceux qui étaient à Guadalcanal avec moi.
Quand les balles sifflent tout autour, on se fiche complètement que vous soyez matelot, marine ou soldat de tel ou tel régiment, ou que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est qu'on se bat tous pour notre patrie. C'est tout. La défaite japonaise annihile tous les espoirs de l'Empire de reconquérir Guadalcanal. L'armée nippone doit renoncer à Henderson Field. On commençait à prendre le dessus dans la région, et ils ont fini par en avoir assez de perdre autant d'hommes. Alors ils ont abandonné. Durant tout l'hiver, les forces américaines vont finir de sécuriser l'île. Les quelques troupes japonaises débarquées seront éliminées. Pour moi, cette défaite a fait germer le doute dans l'esprit de l'état-major japonais. Ils ont commencé à se dire qu'il fallait revoir les objectifs et envisager l'inconcevable. Ils ne reprendraient jamais Guadalcanal. Mieux valait évacuer toutes leurs troupes. L'avantage naval qu'ils possédaient avant cette bataille n'existait plus. À partir de ce moment-là, le célèbre couloir qu'ils utilisaient pour déplacer leurs troupes, qu'on appelait la voie Tokyo Express, a été progressivement abandonné. Ils n'avaient plus les forces suffisantes pour continuer à mener des opérations nocturnes dans ce périmètre. Ils ne parvenaient plus à débarquer les troupes sur Guadalcanal. En face, la marine américaine contrôlait de mieux en mieux les activités navales japonaises dans cette zone, même de nuit. La marine impériale japonaise admet sa défaite à Guadalcanal et se détourne de son objectif. Elle décide d'aller se battre sur un autre front. À la fin de l'année 1942, l'USS Enterprise, sa flotte aérienne et son équipage ont été de tous les combats contre les forces japonaises. Ils ont prouvé leur valeur et leur bravoure. L'Enterprise est un navire aussi célèbre que prestigieux. Mais nous sommes bientôt en 1943 et le meilleur reste encore à venir. Dans les îles au cœur du Pacifique, l'armée et la marine nippone se préparent à livrer une autre bataille d'anthologie. Le porte-avions USS Enterprise et son équipage les attendent de pied ferme et sont prêts à en découdre. Prochainement dans les chroniques de l'USS Enterprise. Après la formidable victoire de Guadalcanal, l'Enterprise repart pour Bremerton, aux États-Unis. Il y subit d'importantes modifications. Quelques mois plus tard, il en ressort plus fort que jamais. De nouveaux avions, de nouvelles armes, un navire bien plus puissant et bientôt de retour dans le Pacifique. Le Big E retrouvera une nouvelle flotte de porte-avions flambant neufs. Ensemble, ils iront livrer la bataille navale la plus mémorable de toute l'histoire au large des îles Gilbert. Sur sa route semée d'épreuves vers Tokyo, il fera étape près de l'atoll de Makin pour y attaquer un camp fortifié. En quelques jours, ces avions sèmeront la peur et le chaos sur l'avant-poste japonais. L'Enterprise va définitivement marquer l'histoire de la stratégie navale américaine.